Sériac, dans le sud-ouest de la France, existe pour exprimer le nœud d'une province médiocre de la deuxième moitié du XXe siècle. Ses habitants, nés et élevés sous de bas plafonds, interagissent avec d'autres ambitions délavées puis amputées par un temps long, maussade et destructeur. Jacques et Catherine Rouchon, couple un jour intelligent et passionné, y essore désormais sa banalité reconduite dans l'alcool et les déceptions envers leur fils Christian, grave handicapé de naissance. Ils côtoient bon gré mal gré le boucher, les pharmaciennes, les aubergistes, le curé de village, jusqu'à ce qu'une série de décès vienne étrangement remuer la situation. Ce n'est pas d'habitude le genre d'endroit où cela se produit. Chaque victime est une femme, et auprès de chaque cadavre, celui d'un moustique hors saison est également retrouvé. La panique sériacaise mue lentement en une angoisse de la fin du monde par la disparition de la femme. Au moment de l'extrait, on totalise 8 victimes et un journaliste, François Marot, vient de s'installer chez l'aubergiste Boucharou pour enquêter. Pendant qu'à la mairie, les élus du peuple ramaient dans le brouillard, paralysés par le manque d'élan passionnel et l'incompétence de cœur qui caractérisent les hommes politiques et les différencient des missionnaires, on n'avançait pas très vite non plus chez Boucharou, où l'abbesse tentait de vendre son idée de protéger les femmes de Sériac en les enfermant tout ensemble en un même lieu, autant dire un lieu commun, dont il défendait le principe en vertu de l'adage éculé qui veut que plus on est de folles, plus on rit. On les parque dans le stade, avec des miradors aux quatre coins, des bergers allemands et des gendarmes qui patrouillent et des barbelés autour, et on crie halte en allemand, en russe ou en espagnol s'il y en a une qui fait mine de se sauver, précise Jacques. Vous avez tort de vous moquer, docteur, c'est la seule bonne idée. On installe des tentes et des sanitaires, le matin je livre la viande, plus 300 sandwichs aux journalistes. Oui, c'est la seule bonne idée, Marcel remets-nous ça, boire un petit coup c'est agréable. Un vin de messe, curé ? Ils appelaient vin de messe un muscadet sur lit que Boucharou réservait en priorité à l'abbé parce que l'étiquette mentionnait le nom du négociant à Alléluia, Loire-Atlantique. Un vin de messe, confirma l'abbé. Merci. Mais je n'approuve pas votre solution concentrationnaire, monsieur l'abbesse. Elle ne tient pas compte de la vie des Sériacaises. D'autre part, elle entérinerait en quelque sorte un état de crime comme on accepte un état de guerre, ce qui ne pourrait qu'accentuer la tendance à la panique et flatter la vanité de l'assassin, tout en lui facilitant peut-être la tâche au cas où il procéderait par bombardement aérien lors de sa prochaine manifestation, dit Catherine. Ce serait bien dans ses méthodes et digne de son éclectisme, reconnut Jacques, qui soutenait toujours sa femme dans les cas de force majeure. Un silence pesant, à peine troublé çà et là par les chœurs imperceptibles des glouglous hypoglottiques, s'abattit sans prévenir sur le zinc encombré. Tous pensaient la même chose et sentaient bien que les autres pensaient la même chose qu'eux. Pour la première fois, ils avaient tenté tout haut d'ébaucher ensemble une esquisse de la personnalité d'un assassin possible. Mais ils savaient qu'ils n'iraient pas plus loin, parce que, pour l'entendement moyen, aucun être humain, normal ou pas, ne pouvait entrer dans le cadre d'un portrait robot habituel. 8 mortes et aucun mobile, aucun indice, rien de palpable qui pût sembler digne ou même indigne d'une action perpétrée par un homo sapiens. Rien. Des femmes qui tombent et des moustiques hors saison qui vrombissent autour. Et rien. Marot descendit de sa chambre fruitée pour frotter sa solitude à la chaleur du bar, mais il n'y perçut qu'angoisse blanche et peur sacrée. Jacques lui dit que les analyses de sang des victimes ne révélaient rien non plus. Les anophèles pompaient les globules de ces dames dans le seul but de se nourrir. Pour trouver la force de survivre, pour faire des petits, futurs pompeurs. La condition humaine, en somme. Mais pas la moindre trace de sales bestioles microscopates génératrices de maux exotiques ou de fièvres étranges. N'empêche que ces moustiques sont notre seul lien entre tous ces meurtres, s'obstinait Jacques. Peut-on seulement prouver que les femmes ont été piquées avant leur mort ? Hasarda Marot. Non, reconnut Jacques violemment ébranlé sans savoir vraiment pourquoi. À la rigueur, elles ont pu être attaquées par les moustiques juste après leur mort. Et puis, après tout,
Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve tout simplement, monsieur Rouchon, que de la même manière qu'il y a des mouches à merde, il existe des moustiques à morte. Désolé, dans la chambre de la mémé victime d'une crise cardiaque ce matin à l'hospice, il n'y avait pas de moustiques. Et croyez-moi, j'ai bien regardé. Un moustique, c'est moins gros qu'un hippopotame rose. Tu auras peut-être mal vu, mon amour, dit Catherine. L'hippopotame rose était une connivence entre eux. En souvenir d'un voyage en Afrique où ils s'étaient vraiment aimés, comme dans les livres d'Hemingway, avec de la fureur et des couchers de soleil partout, c'était le seul animal mythique dont il acceptait la présence dans le lit conjugal, au cœur de ses plus fortes cuites. Chapitre 10. Les Sérillaquais n'étaient pas peu fiers de leur château fort. On a vu de châteaux d'eau moins pittoresques, disait Jacques. C'était une espèce de tour de Pise, mais droite, et plus sobrement percée de 100 meurtrières. Il dominait virilement la ville haute de ses 30 mètres de pierre jaune et de ses 8 siècles d'existence, perché, roide, impavide malgré 800 hivers, 100 ans de guerre métallique et 100 000 imbéciles qui avaient souillé son âme de leurs graffitis indigents pour signifier à la postérité qu'ils aimaient le loche ou que Bergounier est un con. En 1198, le sire Joël de Bugosy, allié de Richard Cœur de Lion contre Philippe Auguste, trouva une mort atroce devant les remparts de Sérillac. Déliquescent d'ennui après 14 mois de siège, il était occupé à sodomiser un barde écossais sous sa tente quand un boulet de canon ennemi lui avait défoncé définitivement le fondement. Curieusement, moins d'un an plus tard, devant le château voisin de Chalut, le roi Richard lui-même défunta d'aussi grotesque manière, son cul de lion percé par le trait d'un archer alors qu'il chiait courageusement à 500 pieds du fort, près d'un rocher qu'on peut encore y voir et qui garde le nom de la pierre à Richard. Pendant la guerre de 39-45, les Allemands avaient trouvé rigolo d'installer leur poste de commandement dans le château de Sérillac, dont l'exquise austérité leur avait plu d'emblée. Ils y vécurent assez bourgeoisement jusqu'à la Libération. Jamais pris en flagrant délit de tapage nocturne grâce à l'épaisseur des murailles, ils n'en profitèrent pas pour dépecer abusivement les rares patriotes mous du canton qui, pour la plupart, ne tarissaient plus d'éloges sur l'amitié franco-allemande dès qu'ils apercevaient les instruments d'équarrissage rudimentaires et formidables de la salle de torture. Chaque matin, les fiers teutons partaient traquer le maquisard. Chaque soir, ils rentraient le casque plein de girolles, de cèpes ou de châtaignes selon la saison. Pour tuer le temps, ils avaient installé l'électricité au château. Ainsi donc, c'était un beau château, avec tout le confort guerrier, et la lumière pour ceux qui savaient lire. D'un commun accord, les notables officiels et les ivrognes officieux décidèrent d'y héberger celles des femmes du village qui en feraient la demande, afin qu'elles s'y barricadassent clé en main, en attendant des jours meilleurs et des nuits plus sûres. L'idée fut accueillie avec enthousiasme par une centaine de Sérillaquaises flageolantes de terreur. 500 autres avaient déjà quitté la ville pour aller se cacher derrière leurs plus lointains parents, leurs plus inaccessibles amants, voire leurs plus exotiques beaux-frères que les amibes ravagent à Cotonou. L'armée fut réquisitionnée pour prêter des lits de camp qu'on répartit dans les communs, dans la grande salle des festins et jusque sous les canons. On entassa des vivres dans 5 congélateurs aimablement prêtés par les établissements Leroux Briquet, 17 rue de la Tourtière, téléphone 55 19 31, fermé le dimanche et le lundi matin, pause et entretien assurés. L'eau courante, grâce à la Wehrmacht, poserait d'autant moins de problèmes que, selon l'expression délicate de Marcel Boucharou, quand on a les miches à zéro, on n'a pas besoin d'eau chaude pour se laver le derrière. Le 27 mai, 2 jours après la mort de Gilberte, ces dames investissaient en frémissant ce haut lieu stratégique où tant de mâles esselés avaient astiqué tant de glaives et lustré tant de fûts qu'une mâle odeur de salpêtre humide et d'humeur d'étalon semblait encore suinter des murs sombres et râpeux comme des joues d'Espagnols. On vit alors le château mort ressusciter soudain dans toutes les chaleurs de toutes les femmes. Il y en avait de vieilles, avec des seins par terre et des yeux plus d'ici, des vieilles trébuchantes et froissées, fléchissant vers la terre pour bientôt s'y répandre, des vieilles à la colonne cassée d'avoir trop donné de coups de rein pour avaler des hommes, des vieilles
qui avaient porté des petits fort précieux qui sont morts en voiture ou commerçants douteux, des vieilles qui s'assoient sur leur seuil au plus chaud soir d'été pour guetter leur dernier hiver en regardant tomber les feuilles rouges s'égouttant des troncs secs. Une à gouttes silencieuses comme leur vie qui fuit. Des vieilles oubliées que leur homme a quittées voilà déjà 8 ans, en vertu des statistiques officielles et pour nourrir les cardiologues, et des jeunes au sein dur qui marchent larges et les yeux droits devant, leurs dents sont pour les pommes et leur ventre plat. Elles sont la seule raison du monde parce qu'elles ont le droit de vie et la force d'éclore dont le roquet couillu qui les grimpe n'est qu'un vecteur interchangeable. Et des petites filles aussi, qui rient comme des ruisseaux, qui sautent à la marelle avec des grâces que la danse aux étoiles ne saura plus revivre, qui chantent en cristal et qui s'ennuient déjà poliment avec les fusils de la guerre pour de rire. Des femmes, en somme. Le soir de leur installation précaire, elles ripaillèrent bruyamment dans la salle des gardes, puis montèrent tout ensemble, les vieilles, les jeunes et les petites filles, tout en haut de la tour où, de la ville basse, on les vit danser la farandole jusque tard dans la nuit. Dansent, dansent les femmes qui dansent, superbement insensibles aux moustiques hors saison qui vrombissent autour d'elles, et les agacent à peine de leur dard infime. Chapitre 11. Les cris et les rires du château n'arrivaient pas jusqu'à Catherine, qui s'était calfeutrée dans son bureau pour y terminer un essai thématique sur le dévationnisme des écrivains chinois entre la fin de la révolution culturelle et l'ouverture de la première boutique Pierre Cardin à Shanghai. Grattait, biffait, raturait, soupirait, n'aboutissait point. Je n'aime pas écrire, j'aime avoir écrit. Cette réflexion de Paul Morand l'obsédait tout à fait, cette nuit-là plus encore qu'à l'ordinaire. En réalité, elle était glacée de peur. Individualiste forcenée, elle avait catégoriquement refusé de faire partie du gynécée concentrationnaire d'en haut. Elle fuyait les rassemblements de plus d'une personne, renonçait aux échecs à cause du trop grand nombre de joueurs, abhorrait la promiscuité des croisières au point de plonger des Vaporetti en marche entre San Marco et la Giudecca, considérait, en exceptionnelle harmonie avec le défunt moustachu libertaire que la camarade n'emporta pas au paradis, qu'il valait mieux s'emmerder tout seul que d'être heureux avec les autres, et tenait la démocratie pour la pire des tyrannies dans la mesure où elle impose la dictature du plus grand nombre. Mais pour être individualiste, on n'en est pas moins perméable à l'effroi. Et cette nuit-là, Catherine Rouchon sentait monter en elle une panique intolérable, obtuse et résolue comme un boa froid. Elle était seule dans la maison avec sa progéniture flétrie. Jacques était au bistrot Boucharou. Le bistrot Boucharou, c'était sa tente à oxygène. Ses pantoufles, son Valium, son île, sa maîtresse, son feu de bois, son église, son pouf, son terrier, son nid, et le dernier quart d'heure de la récré avant la reprise de la descente aux petits enfers de la médiocrité quotidienne. Elle n'allait pas s'abaisser à l'appeler pour lui dire qu'elle avait peur dans le noir. Ah non. Ah si. Ah bon. Attendez, je vais voir s'il est là, osa éructer Boucharou, alors même que le brame insoutenable de Jacques décimait le cœur des esclaves de Nabucco jusqu'à vriller le tympan de Catherine à travers l'écouteur. Jacques, je t'en prie, rentre à la maison. Quelle maison? Je t'en prie, j'ai la trouille, viens. Ma pauvre chérie, que veux-tu qu'il t'arrive? Jacques, arrête, je t'en supplie, arrête. 8 bonnes femmes sont mortes ici depuis 3 semaines. Il n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas. J'ai vraiment peur. Rien ne t'empêchait d'aller faire sœur Anne avec les copines. Oh putain, j'ai mal au crâne. Je crois que l'alcool m'a fait des trous dans le cortex par lesquels ma cervelle confite dégouline dans mes sinus. Je vais bientôt mourir. Tu devrais essayer de m'aimer. Pauvre con. Salaud. Tu es pourri. Oui, tu es pourri, Jacques. Dis donc, tu sais que si tu as la trouille, j'ai un truc.
Tu sors Christian de son petit lit. Non, arrête. L'avantage, c'est qu'il est tout mou. Tu te le colles sur le ventre, tu te le noues en soutien-gorge, ça te fait un gilet pare-balles. En plus, il est tellement vilain qu'il fait peur aux mouches, alors tu penses les moustiques. Mon pauvre Jacques, pauvre malade, tu es laid, tu es minable, tu sens la bière à travers le téléphone. Salir un peu plus cet enfant cassé que tu m'as fait. Il est de toi, il est de tes couilles. Tu fatigues tout le monde avec ton humour noir et tes grands guignoleries d'externat. Il y a plus d'imagination et de fougue créatrice dans les platitudes de ton ami l'abbesse. Tes lieux communs puent la mort triste. Tu as le désespoir ennuyeux. Jacques Rouchon, tu m'emmerdes. Cuve et crève. Je ne te salue pas. Elle se meurtrit les métacarpiens en raccrochant le combiné, s'abattit sur son lit, la tête au creux des bras, avec des sanglots courts d'adolescente trahie, mêlés à un fou rire sporadique, parce qu'elle se trouvait aussi ridicule que les 300 femmes qui s'abattent sur les 300 lits, leurs 300 têtes au creux de leurs 600 bras, dans les 300 films du cinéma mondial qui n'a jamais su montrer un désespoir féminin ailleurs que sur une couette. De rire de son malheur lui fit un peu de bien. Elle s'en voulait légèrement d'avoir si rudement rabroué l'humour noir de Jacques, alors qu'elle-même, en toute bonne foi, riait couramment du pire pour l'exorciser, parce que le rire, elle en était sûre, c'est la dernière bouée. Celle à laquelle se raccroche encore le prisonnier de camp de la mort qui ne peut s'empêcher de pouffer aux portes de la chambre à gaz, parce que son pantalon lui tombe sur les chevilles. Et puis la peur la reprit, en plein ventre, avec des vagues électriques qui lui remontaient dans le cou. Elle entendait distinctement les marches craquer sous le poids colossal d'un étrangleur borné. Elle voyait nettement les rideaux frissonner au souffle retenu d'un vampire à jeun. Elle avait la peur comme on a la grippe. Ça ne pouvait pas passer tout seul. Elle se fit un grog explosif et saturé d'extravagance, avec de l'armagnac et du cointreau, de la liqueur de mandarine et du sirop de bambou, et se coula dans un bain chaud. La tiédeur de l'eau, l'euphorie de l'alcool, la caresse distraite de sa main à son ventre lui mirent un peu le feu aux joues en même temps qu'une envie formidable de faire l'amour l'envahissait. Elle n'était plus soudain que la conscience exquise de son propre désir et la concupiscence exclusive de son embarrassement. Elle appela Alain et il vint aussitôt, avec son gros désespoir de veuf inconsolable et son corps évident d'harmonie musculaire.